Je suis ravi d'être avec vous pour ce petit moment de recul, de partage en ces temps perturbés. J'espère que cela vous donnera aussi envie de mieux nous connaître au niveau d'EDEC Executive Education. J'ai conscience que mon propos, pendant la petite heure où nous serons ensemble, sera nécessairement global et que selon vos situations, vous vivez des choses différentes, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Mais encore une fois, il est toujours bien de partager sur ce type de sujet un peu nouveau pour nous tous. Je vais commencer par montrer le fait que nécessairement une crise est révélatrice. Elle révèle pas mal de choses sur nous-mêmes d'ailleurs au passage, mais aussi sur les entreprises. Vous connaissez tous cet idéogramme chinois sur la notion de crise, qui montre aussi le caractère bipolaire ou dual d'une crise entre la dimension danger qui nous génère de l'angoisse et les opportunités aussi qui est censée générer une crise. L'idée en période de crise, c'est qu'on n'est plus sur une approche stratégique classique, mais bien sur des principes et le besoin d'itération rapide. J'ai envie de dire, on est obligé de se mettre en mode start-up et à tout prix d'éviter la passivité, c'est-à-dire d'attendre que les choses soient gérées pour nous, évidemment, ou de brasser du vent. C'est tout le risque parfois que l'on prend les uns et les autres lorsque l'on est dans ce type de situation. Et évidemment, en situation de crise, des nouvelles priorités arrivent. La santé humaine qui, bien heureusement, est au-dessus de tout. Cash risking, évidemment, dans ce type de situation, on change complètement les priorités, et y compris le cash devient plus important que la création de valeur financière au sens classique du terme. On a 3 cas de figure que nous avons vécu, que nous vivons actuellement, puisque nous sommes toujours dans cette situation de crise. Si vous êtes dans l'événementiel, dans l'hôtelier, dans le tourisme, évidemment, une forte baisse d'activité. Édouard Philippe nous annonce moins 8% pour le PIB en 2020. Peu importe le chiffre, mais ça montre bien l'impact qui est considérable sur l'économie. D'autres, alors ce qui est très intéressant à observer, enfin intéressant, je ne sais pas si l'expression est très heureuse, mais ce qui est très notable, c'est que certains d'entre nous sont en forte baisse, alors que d'autres, évidemment, ont des augmentations d'activité. On peut penser aux activités hospitalières, mais aussi au e-commerce. Cdiscount, par exemple, annonce plus 25% sur son activité, notamment dans la partie marketplace, et tout ça en forte contrainte de ressources. J'ai été avec une entreprise dans le domaine des céréales pour petit déjeuner la semaine dernière, et je me suis mis à quel point ils avaient ce paradoxe d'une augmentation d'activité avec parfois la difficulté d'avoir les personnes suffisantes par rapport à cette montée d'activité. Dans d'autres cas, ce sont des réorientations tactiques d'activité pendant ce moment de crise. Alors ça peut être quelque part vraiment très tactique, comme LVMH qui part vers la production de gel hydroalcoolique, ou nous avons tous vu ça dans l'actualité, des Air Liquide qui s'allient à PSA, Valeo et Schneider Electric pour la construction de ventilateurs. Donc nous avons ce type de réorientation qui sera a priori temporaire, mais on a aussi d'autres réorientations parfois plus structurelles. Je pensais à la grande distribution qui actuellement, on voit que les hyper, ça dépend le type d'hyper, mais peuvent stagner, que les super ont une croissance de l'ordre de 15-20%, et que le drive, sur les derniers chiffres, lui, est plutôt en doublement d'activité. Donc on a des changements assez singuliers de configuration d'activité. Alors, cette période que nous sommes en train de vivre, elle est aussi très révélatrice, j'ai envie de dire, elle met parfois à nu nos cultures d'entreprise, y compris le climat social au sein de nos entreprises. En tout cas, elle démontre ceux d'entre nous qui ont de la réactivité. Ça me fait plaisir notamment de souligner que de ce point de vue-là, l'EDEC se débrouille pas trop mal, puisqu'on a passé l'ensemble des enseignements en mode distance learning, et on voit à quel point finalement une entreprise peut être capable d'adaptation. Mais j'entends par ailleurs, j'étais très frappé, notamment en dialoguant avec 2 entreprises qui étaient dans le même secteur, l'une où l'ensemble des équipes ont montré de l'engagement, et dans l'autre, les tensions, notamment d'ordre social, qui sont particulièrement exacerbées dans ce type de crise. Donc, encore une fois, je pense qu'elle est particulièrement révélatrice. Alors, dans ces temps de crise, on est aussi dans un management qui est beaucoup plus directif. On instaure nombre de cellules de crise. Certaines entreprises vont jusqu'à faire des cellules de crise le dimanche. On communique, voire parfois on surcommunique. Donc, il y a des nouveaux usages, des nouveaux rituels qui se mettent en place
et c'est assez frappant. En gros, hein, par rapport à ce que nous vivons, parce que je préfère que nous passions du temps plutôt sur l'après-crise, dans ce moment de crise, finalement, on est dans les mêmes boucles, hein, la capacité à juger, à prendre des décisions, à agir, mais on doit le faire sur un mode rapide, ce qui veut dire que l'on doit faire preuve de sang-froid, ce qui veut dire aussi que pour ce sang-froid, on doit plus que jamais avoir des repères, se fixer des horizons. C'est assez notable de voir à quel point, à partir du moment où on nous cite la date du 11 mai, on se remet parfois en bonne énergie. Donc on a besoin de repères, on a besoin d'un phare, mais il faut aller plus vite qu'avant. Il faut être beaucoup plus dans ces logiques d'énergie et de dynamisme. Voilà pour ce premier point qui était finalement les impacts de la crise, oui, pendant la période que nous vivons actuellement. Je pense que pendant ce webinaire, on va passer plus à l'après-crise, à moins qu'il y ait une ou deux questions déjà, Marilyn. Oui, effectivement, il y a déjà des questions. Donc voici la première. À quel moment d'une période de crise faut-il penser à l'après-crise? J'ai envie de dire, il y a toujours un moment de sidération au départ, c'est normal, je pense qu'on l'a tous eu, mais il est évident que c'est dès maintenant, enfin le 11 mai, le 11 mai n'est qu'une date, hein, mais il est évident que c'est dès maintenant où il faut se mettre en énergie. Et si certains d'entre vous sont managers ou dirigeants dans leur entreprise, c'est maintenant qu'il faut remettre tout le monde en énergie et y aller. Hein. Le 11 mai n'est qu'une date, j'ai envie de dire, dans nos esprits, c'est maintenant que nous devons l'avoir pour agir, puisqu'il n'y aura pas uniquement un avant et un après. J'ai envie de dire, on va passer de l'hibernation à la cohabitation. Donc il faut dès maintenant mentalement, non pas rêver quelque part à la période d'avant, mais au contraire déjà nous projeter dans cette notion de ce que j'appelle de cohabitation, hein, avec ce nouveau climat pandémique, hein, qui va nous obliger à gérer les entreprises, mais aussi à penser, je vais y venir après, les stratégies d'entreprise différemment. Autre question? Une autre question, Denis, oui, effectivement. Faut-il geler les investissements pendant une période de crise? Oui, évidemment. En même temps, j'ai envie de vous dire, pour l'entreprise où le mot geler les investissements est peut-être pas très heureux. Si on se met en situation, j'ai plus envie de dire, il vaudrait mieux communiquer sur d'autres manières de mener des investissements, se mettre enfin, éviter les connotations uniquement de rupture ou uniquement négatives, comme si tout d'un coup c'était le grand noir et que ça allait être toujours le grand noir et qu'on attend que le monde d'avant revienne ou que le monde censé être normal revienne. Certes, cela peut revenir à geler des investissements, mais en termes d'expression, je préférerais dire investir autrement pour demain. Et ça peut être d'ailleurs, là, au passage, la bonne transition pour les deux parties suivantes, hein, sur lesquelles je vais m'appesantir un peu plus, qui sont les impacts de la crise sur les stratégies, mais après. Bon, cette photo figure bien peut-être les choses, on sera toujours en dessous des nuages, mais évidemment, je l'espère, dans des eaux un peu plus calmes, même si elles ne seront jamais calmes en tant que telles. Alors, on pourrait penser que ces notions de crise, et je l'ai entendu au début, et je vous avoue que c'est même peut-être un peu, non pas ce que j'ai pensé, mais une des craintes que j'ai eues de se dire, mais finalement, ce genre de crise pourrait nous faire dire à quoi ça sert de faire de la stratégie, puisque personne ne l'avait prévu. Et loin de vous dire qu'il faudra moins de stratégie, mon propos, alors, il est évidemment de circonstance, c'est qu'il faudra au contraire plus de stratégie, mais de la stratégie autrement. Et dès maintenant, arrêtons de parler de stratégie de crise et commençons à parler de stratégie de rebond. Hein, puisque la stratégie, c'est finalement structurer les actions par rapport à une finalité, par rapport à un but, c'est-à-dire avoir la main sur son destin et puis mettre les choses en logique, hein, par rapport à ce que nous souhaitons, par rapport à une vision. Donc parlons déjà et dès à présent de stratégie de rebond, mais aussi, parce que sinon on n'aurait rien compris, et ce serait vraiment on ne peut plus dommageable, parlons de stratégie de confortement ou de renforcement par rapport à d'autres crises. Puisque cette notion de crise, hein, le mot crise, quelque part, vient du grec, juger, décider, et on pourrait, alors ce serait un peu une contradiction, mais parler de crise permanente, ou en tout cas, comme vous le savez, rien ne nous dit
que nous n'aurons pas à nouveau ce type de pandémie qui reviendra régulièrement. Donc, si nous repartons comme avant, on n'a rien compris. Donc, il s'agit dans les stratégies d'entreprise de prendre en compte le fait que nous pourrons vivre régulièrement ce type de crise qui pourrait être pandémique ou climatique ou autre. Et c'est ça qui est peut-être important dans ces moments de travailler. Alors, je vous propose de le faire en deux parties. Une partie sur les facteurs dans la fabrique de la stratégie et une partie sur les accélérations dans le contenu des stratégies, puisque c'est assez prouvé. En général, une crise n'amène pas à de nouvelles stratégies, mais amène beaucoup plus à des confirmations, à des renforcements, à des accélérations dans des choses qui étaient déjà bien présentes avant. Donc en fait, il s'agit d'observer les tendances qui avaient lieu, y compris avant cette fameuse pandémie, parfois pour visualiser les choses sur lesquelles nous devons porter d'autant plus attention à la suite, dans une stratégie de rebond. Alors, les impacts dans la manière de faire de la stratégie, je vous propose trois nouveaux facteurs. Un renouveau de la prospective, ou de la stratégie au sens global, on peut jouer avec la terminologie. Faites moins de budget, faites plus de stratégie. Alors, ça m'arrange bien, mais je le crois sincèrement. J'ai presque envie de proposer à certains d'entre vous d'estimer le coût que représentent les exercices budgétaires dans vos entreprises. Divisez-le au moins par 2 et ce que vous gagnez comme argent, alors désolé s'il y a des contrôleurs de gestion dans l'assistance, mais ce que vous gagnez comme argent en diminuant les budgets le coût pour fabriquer des budgets que de toute façon on ne respecte plus, de les consacrer au moins en partie à une vraie réflexion stratégique. Alors évidemment, autant pendant la crise, on doit être dans la réaction, il faut être hyper réactif, autant où dans une logique de rebond et de post-crise, il faut être dans la proaction. C'est-à-dire ne surtout pas attendre et se dire, bon ça y est, je souffle un coup, maintenant on a passé le mauvais cap et puis on va vivre des jours plus tranquilles. J'ai envie de dire non, il faut remettre de l'énergie et notamment sur les thèmes qu'on mis particulièrement en exergue le moment de la crise. Alors il y en a plein, et on le voit actuellement, la cybersécurité, la supply chain, les chaînes d'approvisionnement. Moi, je crois beaucoup aussi à des nouvelles technologies qui sont en train d'émerger et qui vont émerger d'autant plus fort dans le croisement, par exemple, entre le digital et la biologie. Il y a plein de choses là-dessus qui méritent d'être explorées et en fonction de votre secteur d'activité, de travailler sur ces tendances. Alors, autre point bien sûr intéressant, on avait oublié quelque part l'incertitude, ou tout au moins dans le monde des affaires, on a tendance à confondre deux notions qui sont pourtant assez différentes, celle d'incertitude et celle de risque. Et quelque part, on sait, dans nos approches, notamment stratégiques et financières, on essaye toujours d'évaluer le risque, voire de le probabiliser. Et là, on voit très très bien que plus que quelque chose qui était probabilisable, on a affaire à quelque chose qui était pour certains prévisible, mais que peu d'entre nous avaient dans l'esprit. C'est typiquement, certains d'entre vous connaissent ça, la notion de signe noir de l'auteur Nassim Taleb. On parle aussi, alors le bestiaire pas les moins, de rhinocéros gris, c'est-à-dire de grandes choses qui sont devant nous, qu'on est censé bien voir et qui finalement nous heurtent de plein front. Vous vous référerez, si ça vous amuse, à ce genre de littérature qui existe sur le sujet. Alors, il se fait qu'à l'EDEC, on a une superbe chaire sur l'approche par scénario. Moi, je vous encourage fortement à lire les travaux. Il y a eu aussi des webinaires qui ont été organisés par cette chaire. Et c'est très amusant de voir à quel point, actuellement, dans toutes les entreprises, on refait des scénarios où le mot de scénario, ce terme de scénario est revenu complètement, ou revient complètement dans les pratiques. Pas toujours très bien fait d'ailleurs. Donc, on a besoin là aussi de redécouvrir peut-être certaines méthodes. Et je peux vous dire que l'équipe, sous l'égide de René Robrec, qui travaille dans cette chaire, peut notamment vous aider. Alors, à titre perso, j'aime bien m'inspirer notamment du monde militaire. Et c'est vrai que le monde militaire est plus habitué parfois que le monde des affaires à vivre des événements qui sont impactants ô combien. Et notamment, parmi les ouvrages sur lesquels je suis retombé récemment, alors ça y est, oui, ça marche. Certains d'entre vous connaissent le général Desportes sur Entrer en stratégie, rien que le titre du livre, je l'aime bien, qui précise à quel point dans ce genre de situation, il faut d'autant plus rechoisir ses batailles. Donc rechoisir ses batailles, c'est vos terrains de jeu, vos activités.
Ce bouquin met aussi bien en évidence la notion de réserve. Aussi bizarre que ça puisse paraître dans le monde militaire, mais même dans le monde sanitaire, on parle de réserve sanitaire et on l'avait peut-être un peu trop oublié dans le monde des entreprises. Donc la capacité à reconstituer des réserves pour d'autres crises qui pourraient survenir. Un autre bouquin qui date, qui n'est pas complètement nouveau, qui date, je crois, de 5-6 ans, sur Light Footprint, et qui a notamment, paraît-il, inspiré la stratégie, enfin, ou tout au moins les approches de Barack Obama au temps où il était au pouvoir, qui, comme le titre l'indique, montre qu'il s'agit dans un monde qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus volatile, beaucoup plus incertain, d'avoir des approches plus light, plus légères, bon, notamment alors dans le monde militaire par les drones, par la cyberguerre, par ce genre d'approche qu'on peut parfois appliquer en entreprise. L'idée de base est de dire repartons, mais repartons autrement, et bien sûr repartons en étant plus agile, plus light. Ce genre d'approche qui était développée dans le monde militaire peut nous inspirer. Ce que j'aime bien dans le bouquin notamment, c'est qu'il s'inspire aussi des approches chinoises, de la philosophie chinoise qui consiste beaucoup plus à s'adapter au flux, plus que d'être obsédé uniquement par le pouvoir au sens classique du terme, par exemple par la domination, et pour le monde des affaires par la part de marché. Donc premier facteur, renouveau de la prospective, renouveau des scénarios. Je pense qu'on aura besoin de grilles de plus en plus systémiques pour apprécier notre environnement et la valeur des industries dans lesquelles on est. On est dans un monde de plus en plus interdépendant. À titre perso, je ne crois pas du tout à une démondialisation, comme on le voit parfois dans certains propos, mais beaucoup plus à des plaques locales, des plaques géographiques, des écosystèmes locaux qui vont se superposer les uns aux autres. On parle pour aujourd'hui et pour demain d'un monde apolaire. Ce sera intéressant de voir si dans les années qui viennent, parce que là on est plus dans l'ordre des années, on va retomber dans une sorte de bipolarisme entre les États-Unis et la Chine, ou si, et j'espère que ce sera le cas, on en sortira par des plaques beaucoup plus locales et la redécouverte parfois de nouveaux échanges à l'échelle géographique. Mais il est clair que cette crise a des impacts géopolitiques ô combien, et les entreprises sont bien sûr concernées par ça. On a le même parallèle dans le domaine des industries, des filières. On a des foisonnements aujourd'hui, j'en parlais déjà tout à l'heure, entre différents secteurs d'activité, et des activités qui vont être hyper porteuses. Pensez bien sûr aux consultations médicales par vidéo, au e-learning, à certaines industries dans certains composants critiques qui concernent plusieurs industries à la fois. Donc les frontières sont en train de bouger grave. C'était quelque chose qui existait déjà avant, mais qui va ne faire que s'accélérer. Donc, en fonction de ces éléments et de ces approches qui sont beaucoup plus liées à des logiques d'écosystème plus que d'industrie avec des frontières claires, mais il s'agit d'apprécier les sensibilités en termes d'impact et les scénarios de rebond. Alors, il y a des nouvelles grilles qui apparaissent en ce moment. C'est intéressant de voir ce type de grille. Dans celle que j'ai repérée, celle-là que je trouve pas trop mal, où finalement on prend la sensibilité sanitaire comme étant un nouveau critère pour calculer les primes de risque et pour évaluer l'impact sur différentes industries. On parle, et vous allez voir dans les semaines et les mois qui viennent, de low-touch economy. Donc en gros, les business selon leur caractère plus ou moins tactile, si je résume de cette manière. Donc c'est intéressant de voir que l'impact n'est pas le même, et on a toujours tendance à avoir aujourd'hui des propos assez globalisants. Or, selon les activités, nous n'avons pas du tout les mêmes impacts. De même, en termes de stratégie de rebond, de scénario de rebond, on s'est pas mal diffusé en ce moment dans la presse. La question de base est de savoir est-ce qu'on aura des scénarios plutôt en V, en U, en L, en W. On pourrait parler, on pourrait comme ça prendre toutes les lettres. Beaucoup pensent que ce sera plutôt du W, c'est-à-dire qu'on peut rechuter on peut reprendre puis rechuter très vite. Bon, on va se dire que c'est sûrement une combinaison entre du U et du W. Dire est-ce que l'on aura un rebond rapide, ou est-ce que l'on aura une période assez longue de stagnation avant de rebondir, ou aurons-nous, et c'est un peu ce qu'on peut penser, de plus en plus des mouvements extrêmement nerveux et extrêmement forts. Donc de fait, en fonction du business dans lequel vous êtes, de pouvoir apprécier quel est le type de scénario et de pouvoir, en tirer les conséquences, soit sur une réorientation complète de votre activité ou sur une consolidation sous un nouveau modèle. Alors, je ne vais pas aller dans le détail de cette grille, on pourra vous la fournir, mais on a besoin, mon but était simplement de montrer qu'on a besoin aujourd'hui de nouvelles grilles
par rapport à la situation que nous connaissons. Troisième facteur, la résilience. C'est un mot qui fait partie maintenant de notre vocabulaire. C'est un mot qui s'emploie dans des tas d'activités, enfin, dans le domaine de la physique, comme vous le savez, de la psychologie, mais aussi dans les logiques de l'écologie, de l'économie, du business. Chose qu'on faisait pas, pour moi en tout cas, dans mes cours, dans mes actions auprès de différentes entreprises, lorsqu'on fait du diagnostic stratégique. On est plutôt obsédé par quels sont les facteurs de différenciation concurrentielle, de compétitivité. Je pense que maintenant, il faudra absolument intégrer ce facteur de la résilience, donc de la capacité à rebondir, de la capacité à vivre ce type de crise et en tirer le meilleur. Alors, on a parfois trop oublié certains principes qui, pour autant, sont archi connus. Mais bon, voilà, quand tout va bien, on oublie des choses de base, telles que de bien gérer nos actifs, notamment des plans B, des plans de contingence, d'avoir une bonne duplication, une bonne diversité des actifs, pour être capable de faire face à d'autres crises qui ne manqueront pas de survenir. Conforter évidemment l'agilité des modèles économiques. C'est très frappant de voir à quel point certaines entreprises sont beaucoup plus que d'autres impactées parce qu'elles étaient trop monolithiques ou trop dans une logique de succès, mais qui était trop uniforme. Bon, là, je vous prends l'exemple de Primark, mais il y en a des tas d'autres qui montrent à quel point ce qui fait la différence peut être bien sûr l'agilité, et j'y reviendrai après. Et la résilience, c'est aussi quelque chose qui est fondamentalement, qui est par définition très humain. Donc, c'est une bonne occasion de faire à l'issue de cette crise, et encore une fois, on est en plein dedans, mais de faire un vrai audit, un vrai diagnostic de l'aspect culturel de votre entreprise et des types d'intelligence, y compris émotionnelle, comportementale au sein de l'entreprise. C'est ce qui fait toujours la différence. Est-ce que vous avez un vrai leadership distribué ou est-ce que vous êtes encore dans une logique assez classique? Et on verra de ce point de vue-là que le type de leadership pendant la crise ne doit pas du tout le même que le type de leadership pendant la phase de rebond. Et avez-vous ce qu'on peut appeler une forme de résilience sociale, Et alors, je l'ai appris avec la chaire Forsyth de l'EDEC, mais il paraît que l'espèce animale qui est la plus résiliente sont les fourmis, ou je devrais dire les colonies de fourmis, au sens où, alors le deuxième animal, paraît-il, qui est le plus résilient, c'est le chameau. Donc, alors c'est pas tout à fait la même notion. Je ne sais pas si vous préférez, vous, être un résilient solitaire et vous dire je suis capable de traverser le désert, ou au contraire créer les conditions d'une résilience qui est beaucoup plus collective et qui, un peu comme les colonies de fourmis, sait s'adapter à des tas de climats, de contextes différents. Je me suis amusé à relire en quoi les fourmis étaient résilientes et c'est fou ce qu'on apprend comme chose lorsque on regarde, on essaye de s'amuser à faire ce type de parallèle. Voilà, donc ça c'était parti un peu sur les manières de faire de la stratégie. Donc redécouvrir la prospective et la stratégie en tant que telle et de grâce ne plus confondre stratégie et plan. C'est connu comme expression, les plans sont pas forcément très utiles, mais le processus lui-même de réflexion par rapport au futur, de projection, de mise en scénario, lui, est complètement majeur et on l'avait sûrement oublié. La capacité à avoir une approche qui soit beaucoup plus complexe, beaucoup plus systémique dans nos environnements et qui dépasse le seul concurrent du coin qui fait comme nous, et donc une capacité à être beaucoup plus subtile dans nos approches de nos environnements, et cette fameuse notion de résilience qui nous concerne tous et qui se doit non pas d'être uniquement individuelle, mais bien sûr d'être collective. Peut-être avant de passer à la troisième partie qui est sur le contenu des stratégies, là on est à l'issue de ce deuxième point qui était les impacts de la crise sur la manière de faire la stratégie en post-crise. Peut-être une ou deux questions pour alterner un peu l'ambiance. Marilyn? Oui, effectivement. Et la première question, faut-il apprendre à piloter à l'aveugle? Non, puisque par définition, le propos est pas... J'ai peut-être eu un propos, alors vous avez compris que dans ce genre de présentation, on force le trait. L'idée, mais elle était déjà bien présente avant. Moi, je suis toujours très étonné, je pense que certains d'entre vous partageront mon avis, de voir à quel point dans les entreprises, on passe beaucoup de temps
et on rentre dans des approches finalement très compliquées, plus compliquées que complexes, ce qui n'est pas la même notion, très compliquées avec des tableurs, des tableaux croisés dans tous les sens pour faire de la prévision, et à quel point, y compris par rapport à ce genre de période, le réflexe est parfois de dire, tiens, je vais demander à mon contrôleur de gestion de me refaire les prévisions et de voir quel est l'impact. Parfois, on s'amuse à faire des prévisions, alors j'exagère mon propos, mais les virgules. Or, on sait tous très bien que c'est pas ça qui compte. Et le but, c'est de se remettre en énergie, de se réessentialiser, de retrouver ses points forts. Donc, on voit très bien que dans ce genre de situation, ce qui compte, c'est pas forcément la prévision à moyen terme, c'est beaucoup plus la capacité à avoir des repères de long terme qui fondent notre vision et notre solidité, et être capable de travailler au jour le jour, enfin la semaine ou au jour le jour. Donc c'est cette alliance beaucoup plus entre le long terme et le court terme qui doit prévaloir dans ce type de situation que nos outils classiques de pilotage qui sont trop centrés sur ça. Donc l'idée est encore une fois de maîtriser son destin et d'être capable de revoir peut-être un peu ses méthodes, ses processus usuels en entreprise, et d'avoir les bons réflexes pour ce type de situation. Une autre question, comment fait-on le diagnostic de la résilience de son entreprise? J'ai envie de dire, bon, je sais que, désolé, on a démarré de façon un peu nerveuse, mais dans l'assistance, j'ai sûrement des anciens étudiants ou des personnes qui sont actuellement avec qui j'interagis. En stratégie, on a l'approche par les ressources et les capacités. Donc, l'idée de base, c'est, alors il y a des grilles qu'on peut construire assez facilement là-dessus, c'est de lister l'ensemble des actifs de l'entreprise, donc les actifs tangibles, vos matériels, vos actifs classiques, et les actifs intangibles, mais aussi les actifs beaucoup plus, que j'appelais tout à l'heure, culturels, et pour chacun d'entre eux, d'essayer de faire un input sur en quoi vous avez sur ces actifs une bonne capacité de résilience qui passe par la souplesse ou pas de l'actif, ça s'y prête plus ou moins selon l'actif, mais aussi sa capacité de duplication, d'agilité. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais on voit que les entreprises qui se gèrent sous forme de plateforme aujourd'hui, avec notamment des partenaires et des modèles économiques avec d'autres équilibres entre les coûts fixes et les coûts variables, ont nécessairement plus cette capacité d'agilité, de résilience. Donc voilà, mon propos est simplement de dire qu'il faut faire une revue de vos ressources, de vos actifs, de vos savoir-faire, de vos habiletés, de vos potentiels culturels, non pas uniquement pour voir là-dedans ce qui est porteur d'effets de levier, ce qui est porteur de différences concurrentielles, ce qui est porteur d'efficience ou de compétitivité, mais aussi ce qui est porteur de robustesse, mais de robustesse au sens de capacité à traverser des moments plus difficiles, déstabilisants, ce qu'on appelle plus classiquement des crises. Voilà quel était mon propos. Mais si vous le souhaitez, voilà, certaines grilles existent déjà sur le sujet. On peut passer peut-être à la troisième partie. Oui, tout à fait. Nous répondrons aux autres questions de cette partie de la présentation par mail. Donc, je laisse Denis poursuivre. Merci. Voilà, donc je vous rappelle qu'on a trois, je voulais voir avec vous 3 points. Donc, ce qui se passe pendant la crise. Deuxième point, la manière de faire de la stratégie dans l'après-crise. Et donc le troisième sujet que je voulais aborder avec vous. On n'aurait pas dû arrêter. Ah si, ça marche. Donc le troisième sujet qui est beaucoup plus sur en quoi cette crise va ou pas amener à une modification des stratégies d'entreprise. Bon, vous l'avez bien compris par mon propos de départ, l'idée de base, et j'imagine que vous la partagez, on ne va pas tout d'un coup avoir des choses complètement différentes, mais plutôt, ce qui est assez typique, des accélérations ou des emphases qui vont être différentes. Donc, je vous en propose 4, mais l'idée n'est pas forcément d'être exhaustif, bien sûr. Alors, parmi la première accélération, elle était vraiment très
très en route déjà avant. L'accélération des nouveaux narratifs sur la finalité de l'entreprise, qui était déjà bien en cours. En gros, bon, je ne vais pas aller dans le débat, ça pourrait nous prendre des heures, mais d'arrêter de dire que la seule finalité, c'est bien sûr la création de valeur par rapport à l'actionnaire et de prendre en compte la multiplicité des parties prenantes dans une approche qui ne soit pas d'être naïve, hein, mais au contraire d'être beaucoup plus complexe, complète et non pas simplificatrice. Donc, à titre personnel, en tout cas, je le fais de plus en plus lorsque j'interviens pour une entreprise, lorsque je développe un certain nombre d'aspects, qui est de lister quelles sont les vraies parties prenantes et en quoi la stratégie de l'entreprise est orientée par rapport à ces différentes parties prenantes. Donc, on avait déjà beaucoup de choses qui étaient mises en avant, y compris dans des journaux très financiers ou des approches très classiques en matière de business, donc sur l'importance de faire du business avec l'impact sur la santé, sur le climat, sur le bien-être, etc. Et un point qui me paraît peut-être intéressant pour être plus tangible dans les semaines ou mois qui viennent, en tout cas si j'étais une entreprise qui travaillait dans le secteur de l'alimentaire, du tourisme, d'une activité où il y a beaucoup d'interactions avec le public ou avec les personnes, de très vite rentrer dans des nouveaux types de certifications qui sont en train d'émerger en ce moment. Alors, je cite sur cette diapositive toutes les nouvelles certifications ou statuts, peut-être que les Benefit Corporation ou les grilles ESG, c'est-à-dire environnement, sociétal, gouvernance, qui sont déjà qui commencent à être très prégnantes. Mais on voit très bien aussi les nouvelles certifications apparaître. Je trouve que le groupe Accor, de ce point de vue-là, se développe pas mal, le groupe de l'hôtellerie, qui a Ibis, Novotel, etc. Là, ils viennent de communiquer une certification avec Bureau Veritas, je crois, pour mettre en évidence tout le sérieux sanitaire qu'ils vont mettre dans l'après-crise. Puisqu'encore une fois, ce terme de sanitaire va faire partie de nos environnements et il nous faut absolument, pour certaines activités tout au moins, le prendre en compte dans les semaines qui viennent, puisqu'il ne s'agit pas d'un avant et d'un après, mais bien de nouveaux repères et d'une nouvelle structure d'activité qui va être la nôtre pour les mois qui viennent. Deuxième type d'accélération que je vous propose, et vous auriez pu penser d'ailleurs que je l'aborde dès le départ, mais elle est très présente dans la presse économique en ce moment, voire dans la presse générale, la réinvention des chaînes de valeur, des business models. Bon, ceux qui me connaissent savent que c'est un thème qui m'est cher. On avait, comme vous le savez, un business model, un modèle économique, c'est toujours à la fois une proposition de valeur, d'une part, c'est-à-dire en quoi nous sommes utiles et quels sont les impacts que nous avons sur nos marchés, sur nos clients, et d'autre part, un modèle opérationnel. Les propositions de valeur, elles bougeaient déjà beaucoup avant la crise, et ce qui est très frappant, et je pense que vous avez pu tous le constater, c'est à quel point certains thèmes ne font que se renforcer en ce moment, ils vont encore se renforcer plus, le local, la sécurité, l'authenticité, l'usage, le service. On redécouvre un peu bizarrement l'importance de services, y compris de services dits de base pour notre vie. Et ça, c'est plutôt le côté positif, je trouve. On remet aujourd'hui en valeur et en avant des services de notre quotidien. Et je pense que ça doit aussi nous aider à prendre recul sur le sujet. Et les chaînes de valeur, alors on découvre tous, moi je vais être honnête avec vous, comme beaucoup, je pense, j'ai découvert plutôt, ou redécouvert, j'en sais rien, que la pharmacie se sourçait en Inde, en Chine, etc. Donc on peut penser qu'il y aura des vrais retours fondamentaux sur certaines chaînes de valeur. En tout cas, ce qui est clair, et c'était une tendance qui était très très forte déjà avant la crise, qu'on ira vers des boucles de plus en plus courtes, vers ce qu'on appelle l'économie circulaire. Tous les industriels aujourd'hui ont intérêt à être connectés beaucoup mieux, notamment grâce au digital, avec leurs marchés finaux. Les intermédiaires ou les distributeurs ont intérêt aussi à revoir complètement, finalement, qu'est-ce qui fonde leur utilité, qu'est-ce qui fonde leur proposition de valeur. Je les rassure, s'ils s'adaptent et s'ils se réinventent, il y a évidemment toujours des modèles économiques possibles, mais moins que jamais, et ça l'était pas avant la crise. Mais alors,
là pour le coup, ce serait d'autant plus impardonnable de ne pas se poser des questions sérieuses sur la réinvention de certains modèles économiques. Et pour le coup, hein, sans être dans la tarte à la crème, il est évident que le digital ou la révolution numérique, arrêtons d'appeler ça d'ailleurs une révolution, c'est quelque chose qui doit devenir complètement ancré, où le non-retour est plus que jamais impossible, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le secteur d'activité. Et arrêtons de n'en parler que pour le commerce ou que pour certaines activités de tourisme. Ça concerne toutes les activités, y compris industrielles. On voit aujourd'hui, y compris dans le monde industriel, des jumeaux numériques hein, pour certaines usines, par exemple, hein, qui vont être tout à fait utiles, notamment dans ces périodes de post-crise, hein, pour la sécurisation de certains flux. Et plus que jamais, on utilisera évidemment des plateformes collaboratives. Donc, cette crise nous met devant des yeux, évidemment, que le digital est quelque chose de hyper structurant et qui le sera d'autant plus pour les mois et les années à venir. Donc, ce schéma symbolise bien cette notion de boucle beaucoup plus courte. D'ailleurs, on le voit très bien, hein, y compris dans un secteur dans lequel je travaille de temps en temps, dans le secteur du textile. On le voit très bien qu'on était déjà en train de complètement réorienter. Moi, ce qui me frappe, c'est certaines entreprises qui ont des sourcings qui sont restés beaucoup trop monolithiques, qui intellectuellement savaient qu'il fallait aller beaucoup plus dans la diversité, mais qui ont mis ou qui mettent beaucoup trop de temps. Donc on voit à quel point c'est beaucoup plus le tempo hein, qui compte qu'autre chose dans cette capacité à revoir nos chaînes de valeur et nos chaînes d'approvisionnement. Troisième accélération, et qui n'est pas étonnante d'ailleurs, hein, qui est complètement articulée avec la précédente, où là je me situe plus au niveau des groupes, au niveau des entreprises dans leur ensemble, avoir des logiques beaucoup plus agiles hein, pour aller d'une activité à l'autre, pour mettre en cohérence les différentes activités d'une entreprise. Et j'ose le dire, après une crise, il faut être aussi dans un comportement opportuniste. Opportuniste, ça ne veut pas dire être prédateur, ça veut dire comprendre que les repères ne sont pas les mêmes, qu'évidemment les jeux ont changé. Alors malheureusement, si on était en situation de forte fragilité, il est évident que ça n'arrange pas les choses. Si on était en situation, si nous sommes en situation économique plus classique, c'est peut-être là où il faut penser à être plus innovant, aller dans des activités adjacentes hein, par rapport et tirer toutes les conséquences et en quoi cette crise vous oblige à changer vos périmètres, à changer votre portefeuille. Et il est évident qu'il y aura aussi des opportunités d'acquisition. Hein, tout le monde je sais que dans certains groupes, on se met déjà sur des starting blocks par rapport à ça. Encore une fois, on peut le voir dans une logique assez normale et c'est ce qu'on a constaté après toute crise, et évidemment dans le respect, parce qu'on ne peut pas dire une chose et son inverse, dans le respect de l'impact hein, que cela a dans son environnement global. Se penser de plus en plus, non pas comme étant dans une logique de domination par la part de marché, mais beaucoup plus dans une logique d'écosystème. C'est une chose qui était déjà vraie avant, qui était mise en avant, qui va ne faire que se développer. On le voit très bien, on a actuellement un accroissement des logiques d'alliance, mais d'alliance avec des modalités extrêmement diverses et des géométries extrêmement variables. Donc, je pense que cette crise doit être l'occasion pour toute entreprise de se dire, mais finalement, quel est mon vrai réseau de partenaires? Avec qui je travaille? Quels sont les partenaires avec qui je pourrais avoir des relations qui peuvent être à la fois de concurrence et d'alliance demain? Alors, tout ça, évidemment, passe par ces fameuses stratégies de plateforme que certaines entreprises développent. Alors, je pourrais passer le webinaire rien que sur cette notion de stratégie de plateforme. Sachez que ça recouvre des réalités, certains d'entre vous le savent très bien, extrêmement différentes entre un Airbnb hein, ou des marketplaces qui mettent en relation des acteurs et d'autres entreprises. Hein, je pense au groupe ADO Leroy Merlin qui, en ce moment, de façon très intelligente, je trouve, développe son modèle vers des logiques de proposition de valeur beaucoup plus globales en associant des partenaires artisans, etc. Et donc, finalement, ce qui fonde l'entreprise devient de plus en plus des actifs tels que les technologies collaboratives que l'on propose. Hein. Certains d'entre vous connaissent bien l'économie des API.
Évidemment, la data, qui est un actif on ne peut plus précieux aujourd'hui et sur lesquels on n'a pas fini de débattre dans les semaines et les mois qui viennent, y compris quant au rôle de la data dans la société, et de raisonner beaucoup plus en réputation sociétale que dans un marketing classique qui vise quelque part à être assez pushy sur telle et telle marque. On voit très bien aujourd'hui qu'il faut à la fois être plus global et plus local, donc être à même d'exprimer et de communiquer son entreprise dans son ensemble en tant qu'institution et être à même d'avoir parfois un marketing beaucoup plus multilocal. Un certain groupe dans l'agroalimentaire ne s'y sont pas trompés. Dernière, oui, alors j'aime bien ce schéma, puisque même l'industrie automobile est concernée par ça, et même les groupes automobiles allemands, dont on pourrait penser qu'ils sont assez normés dans des logiques industrielles très classiques, ont beaucoup bougé et sont aujourd'hui dans ces notions d'écosystème, de partenariat, d'acquisition, de travail avec des startups. Et donc, je trouve que ce schéma illustre bien un peu cette nouvelle manière de raisonner qui prévaut aujourd'hui et qui ne pourra que s'accentuer à l'issue de cette crise. Dernière accélération que je vois dans le contenu des stratégies. Alors, on pourrait dire que ce n'est pas de la stratégie, puisque là, je parle d'organisation, mais finalement, l'organisation révèle la stratégie. J'ai énoncé en tout début que finalement, une stratégie, c'est quelque chose. Enfin, une crise est un révélateur. Une crise est un révélateur de nos organisations, et une crise aussi nous apprend à travailler autrement. Donc, il est intéressant de voir que nous expérimentons des nouveaux modes de travail, des nouveaux modes collaboratifs. Bon, alors je ne suis pas expert du sujet, mais il est évident que nous garderons un certain nombre de choses que nous sommes en train de vivre en ce moment sur le sujet. Et qu'il s'agit aussi, si on est en articulation avec les points précédents, lorsqu'on parle de nouvelles finalités d'entreprise, lorsqu'on parle de réinvention de business model, lorsqu'on parle de logique agile, ça doit se voir dans les organisations internes. Et autant où pendant une crise, on peut avoir des tentations ou des logiques beaucoup plus centralisatrices, on le voit très bien. On voit y compris dans certaines entreprises, les leaders, les managers, les dirigeants, vous les appelez comme vous voulez, qui reprennent beaucoup le manche. Autant où, dans l'après-crise, il faut, à l'inverse, remettre du souffle, remettre de l'énergie, relâcher la bride. Et on a constaté dans les expériences historiques de crise qui n'avaient pas forcément la même intensité, que parfois les dirigeants avaient du mal à redéconnecter leur présence qui était beaucoup plus forte pendant la période de crise. D'où l'importance de ce terme que j'emploie de déconcentration, puisque finalement, il faudra aller vite. Et c'est toute la difficulté. Ce n'est pas de reconquérir de l'espace au sens classique du terme, mais c'est de gérer autrement le temps. Et pour aller vite, il faut nécessairement penser les entreprises beaucoup plus dans leur énergie aux différents niveaux que dans une logique top-down. Alors, on parle beaucoup dans les écoles de commerce en ce moment, c'est un cas qui est très à la mode pour ceux qui sont passés par les écoles de commerce il y a un certain temps, de groupes chinois ailleurs, qui paraît-il, alors honnêtement, je ne l'ai pas vérifié, ça mérite d'être vérifié, mais serait beaucoup plus rapide, puisque la Chine est déjà plus ou moins en train de sortir, dans une certaine mesure, de la crise, qui serait beaucoup plus rapide grâce à son organisation en unité beaucoup plus en prise avec le marché, beaucoup plus autonome et beaucoup plus connecté. Donc, c'est intéressant à observer. Voilà sur ces mouvements, donc des mouvements sur la reconsidération plus que jamais de la finalité de l'entreprise, sur des business models et une économie beaucoup plus circulaire, sur une façon beaucoup plus en écosystème de gérer le portefeuille des entreprises et de croiser les différentes activités d'une entreprise, et sur des organisations qu'il s'agit de beaucoup plus déconcentrer, notamment en sortie de crise. Donc j'aime bien cette formule, je ne suis pas forcément un fan de Chateaubriand, mais je trouve que la formule est pas mal. Les moments de crise produisent un redoublement de vie chez les hommes. Sous-entendu, il faut vivre des réalités doubles ou différentes, et non pas le passage de l'une à l'autre, ce qui n'est pas tout à fait la même notion. Et je pense que les crises nous amènent à prendre beaucoup de recul, à nous obliger à essentialiser. Et c'est de ce point de vue-là sûrement un avantage, parce qu'il faut bien en trouver,
profitable ou une logique qu'on doit trouver positive de ce type de crise. Merci. Alors, c'est un peu frustrant de le faire comme ça, puisque, évidemment, j'aimerais avoir beaucoup de vos réactions et qu'on produise un débat. Malheureusement, on n'en a pas le temps, mais on a peut-être quelques minutes pour l'une ou l'autre des questions. Exactement, Denis. Nous avons quelques questions. La première, en quoi une stratégie de plateforme est plus adaptée en temps de crise? Alors, plus adapté, je ne sais pas, puisque je pense que l'activité dans laquelle on est, ou l'industrie dans laquelle on est, a plus d'impact ou plus d'influence sur le fait qu'on vive bien la crise ou qu'on la vive malheureusement très mal, puisque vous avez compris que derrière mon propos, je suis parfaitement conscient que si certains d'entre vous travaillent dans l'événementiel, dans la restauration, etc., ils se le prennent en pleine figure, donc on n'est pas tout à fait dans la même ambiance. Mais donc je pense que l'industrie ou l'activité, et ça c'est le hasard, c'était évidemment dans laquelle on est, a sûrement plus de conséquences sur le vécu dans le pendant et dans l'après que le type de modèle d'entreprise dans lequel on est. Donc si je neutralise ce critère du type d'activité dans laquelle on est, par contre on peut, il y a des choses qui sortent là-dessus en ce moment. C'est vrai qu'une entreprise qui est beaucoup plus en plateforme, alors l'exemple typique qu'on peut citer, c'est Airbnb. Airbnb se prend en pleine figure, évidemment, cette crise, et ça a un impact extrêmement fort. Cela étant, ils viennent de lever de l'argent, si vous avez suivi l'actualité là-dessus. Ils ont, de façon assez intelligente, pour le coup, communiqué qu'ils aidaient les loueurs, donc qui louaient régulièrement. Mais évidemment, par rapport à un modèle classique d'une entreprise hôtelière qui aurait tous ses actifs physiques, ils sont plus résilients. Ça paraît logique. Si vous êtes si dans le commerce, vous avez une partie de votre activité qui est faite sous forme de marketplace, si vous êtes sur des produits qui sont en décroissance et en déconsommation actuellement dans le cadre de la crise, et voire dans les semaines de l'après-crise, parce que les comportements sociologiques sont profondément impactés, il est évident que si vous avez ces produits en stock, vous prenez les choses de façon plus conséquente que si votre job et votre business model, c'est de gérer de l'interface entre des fournisseurs et des acheteurs. À ma connaissance, Mano s'en sort très bien en ce moment, enfin tout au moins c'est ce qu'il communique. Et comme vous le savez, c'est une entreprise qui travaille sous forme de marketplace. Ça ne veut pas dire pour autant que ses concurrents ne s'en sortent pas et ne sont pas réactifs, au contraire. Vous savez que le marché de la peinture, il cartonne en ce moment, par exemple. Donc, voilà, mon propos est de dire que le type d'activité ou le type d'industrie dans lequel on est sûrement un facteur beaucoup plus explicatif des conséquences que ce type de crise a sur nous, mais qu'au sein d'une même activité, le type de modèle économique, le type d'actif, l'agilité du modèle, la résilience du modèle, et bien sûr, n'est pas sans importance sur ce que nous vivons en ce moment. Peut-être une ou deux dernières, si on a. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Passons à une autre question. Allons-nous arrêter de sourcer massivement en Chine? Voilà, c'est une bonne question qui n'est pas évidente, évidemment, puisque ça, on voit très bien à quel point certaines filières, y compris dans certaines qu'on ignorait, et là aussi, au-delà des beaux discours, étaient certains modèles économiques d'entreprise sont extrêmement centrés, et ou étaient extrêmement centrés, le sont toujours d'ailleurs, sur du sourcing lointain, notamment en Chine. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, parce que je pense que vous la connaissez tous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à titre perso, mais ce serait intéressant qu'on dialogue là-dessus, moi je ne crois pas à une démondialisation. Je ne crois pas non plus que tout d'un coup, ces entreprises dont le modèle économique et dont tous les outils logistiques et la manière de travailler est basée sur un sourcing lointain de type Chine, vont tout d'un coup, par miracle, dire j'arrête. Et pour être très clair, on est souvent ambivalent nous-mêmes en tant que citoyens et en tant que consommateurs. En tant que citoyen, évidemment, on est très favorable au local et à une économie qui permette l'emploi proche de chez nous. En tant que citoyen, on veut toujours nos fringues et un certain nombre de nos produits à un prix
qui nous paraît le plus intéressant pour notre budget. Donc, on vit avec cette schizophrénie et cette contradiction. Cela étant, à titre perso, je suis assez optimiste sur le fait que l'attitude du citoyen et du consommateur vont de plus en plus se rejoindre sans vouloir être naïf sur le sujet. Alors, je ne veux pas dévier de la question, je pense que, mais c'était vrai avant la crise, il faut absolument, si une entreprise est basée à un modèle uniquement basé sur un sourcing lointain de ce type-là, vraiment aller sur un sourcing beaucoup plus multiple et beaucoup plus divers et beaucoup plus agile. Si je reprends le secteur du vêtement, l'entreprise qui est la plus performante depuis presque 20 ans, comme vous le savez, c'est Zara. Et Zara, qui est une entreprise qui par ailleurs n'est pas exempte de défauts, mais a au moins cette capacité, a eu dès le départ par son modèle, cette capacité à avoir un sourcing beaucoup plus en mix, en portefeuille, et non pas uniquement monolithique, comme on le rencontre encore dans certaines entreprises. Donc c'est plus ça mon propos, qui serait de revoir, et je pense qu'on aura de plus en plus des plaques géographiques locales, on va redécouvrir certaines zones géographiques, on va être sans vouloir employer les termes trop théoriques, dans des écosystèmes locaux et dans des écosystèmes d'écosystèmes qui font que, enfin je l'espère, qu'on aura d'autres modes d'autres types de chaînes de valeur qui seront beaucoup plus favorables peut-être à l'économie, au business, et puis il ne faut pas être naïf, encore une fois, je pense que, y compris en sortie de crise, avec les personnes qui ont malheureusement potentiellement, on a tous des pertes de pouvoir d'achat, de choses comme ça, donc il est évident qu'il ne faut pas se faire d'illusions, le prix, par définition, est une variable qui va rester centrale. Une dernière question, voilà. Oui. Voilà. Les retailers ont fait des efforts considérables pour doper le e-commerce. Est-ce que cela ne risque pas de porter le coup de grâce aux surfaces physiques? Encore une fois, il y avait la tendance avant, et d'ailleurs, là, on sort un peu du sujet, mais enfin, on n'en sort pas. C'est-à-dire que, en fait, une crise, ça accentue, ça accélère. Donc, ça révèle. C'est vraiment le truc qu'il faut retenir. Une crise, ça révèle, ça accentue, ça met à nu presque. Et on sait tous très bien que, ceux qui sont dans le milieu, que ce sont des stratégies dites omnicanales, et encore une fois, et même le mot omnicanal n'est pas assez fort, c'est-à-dire de combinaison entre différents canaux qui sont des stratégies gagnantes, que donc même les entreprises qui sont au départ dites uniquement sur des canaux e-commerce ne rêvent que d'une chose, c'est parfois d'avoir des espaces physiques pour proposer une expérience qui est nécessairement différente. C'est pas parce qu'on sera dans une économie, alors une low-touch économie, c'est-à-dire une économie où au moins pour quelques mois qui arrivent, on va éviter les contacts, les contacts tactiles, que nous allons, et heureusement d'ailleurs, ce serait triste à mourir, que nous allons aller dans une économie où on n'aura pas besoin d'expérience, y compris d'expérience sociale et d'expérience en milieu physique. Au contraire, je pense qu'on va y compris avoir une sorte de contre-effet où on va absolument aspirer à revivre ce type de moment. On peut très bien vivre des moments présentiels, des expériences intenses, tout en étant hyper vigilant sur le plan tactile, sur le plan sanitaire. Ça n'a rien à voir. Encore une fois, puisqu'on est un peu à la fin, l'idée c'est là on vit une période d'hibernation. C'est pas pour revenir au soleil après, parce que finalement on reviendra à l'évidence, c'est pour passer à une période de cohabitation. Donc on va apprendre à vivre avec, on va adapter les modèles, c'est déjà en cours. Et donc, la grande tendance d'avant la crise, c'était de plus en plus d'avoir des propositions de valeur autour de l'expérience client. Et ça, évidemment, ça va rester hyper vrai, avec bien sûr les adaptations qui seront nécessaires. Merci beaucoup, Denis. Oui, désolé pour les petits problèmes techniques du départ qui m'ont rendu un peu nerveux au tout départ, mais heureusement, ça a marché après, donc tout va bien. Oui, tout a très bien fonctionné ensuite. Donc, merci beaucoup. Nous avons de nombreuses questions, mais nous arriverons à la fin de la session. Donc, pour tous ceux qui auraient posé une question à laquelle nous n'avons pas eu le temps de répondre, l'équipe de l'EDEC va prendre contact avec vous directement. Et pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de poser toutes les questions qu'ils ont en tête, n'hésitez pas à contacter l'équipe par mail. Donc, les coordonnées s'affichent à l'écran, executive@edec.edu. Merci et bonne journée à tous.